si moi je n'avais pas eu de problème pour aller au Togo, est-ce que j'aurais su qu'il y aura un problème entre deux fils du Togo, de la même nation, venant d'horizons divers, et qu'autour de cette question-là, ils se sont embrouillés, et que le fait qu'ils soient embrouillés, ils mettent les enfants dans le jeu de leurs embrouilles, des petits enfants qui sont appelés à grandir, à se connaître et à s'aider demain, on les divise déjà à la base. C'est qu'on les formate à devenir des opposants. On les formate à devenir des opposants, à s'opposer, des ennemis. J'ai dit... Alors vous mettez 13 millions. J'ai mis 13 millions. Vous installez l'ONG. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Mais 13 millions dans les conférences de presse. Ah, pour ceux qui me regardent là et qui me connaissent là, mais ils savent que je suis un friand des conférences de presse. Ah, ça a pris. Ah, comment? One, two, il y a un problème. Déjà, je suis autour des journalistes. Alors, à partir de ce moment, les gens commencent à vous solliciter. C'est pour cela que j'appelle, vous les journalistes, mes confrères. Et c'est vrai, je ne vous le dis pas pour vous tromper, c'est vrai, parce que Alcrest, c'est vous. Moi, je ne suis que porte-parole. Dieu a fait passer l'idée par moi, j'ai mis la structure en place, mais c'est vous qui portez la structure. Sincèrement. Alors vous installez Alcrest et les gens commencent par vous voir. Oui. Et ils commencent par vous solliciter. Oui. Les gens commencent par me voir, commencent par me solliciter. Et mieux, maintenant, de nouvelles idées me viennent pour étoffer l'idée primaire. L'idée primaire. Mais de sorte que j'ai un beau-frère. J'ai un beau-frère. Le mari a l'une des jumelles qui viennent après ma femme. Leur mari. Au début, c'est des gens qui ne croyaient pas en moi. Mais en fin de compte, le monsieur a fini par dire à ma femme un jour, il dit, mais, maman Christelle, mais Frodo là, il est fort, hein. À chaque fois, il trouve toujours quelque chose à ajouter à son affaire là, et ça prend. À chaque fois, il trouve quelque chose à ajouter à son affaire et ça prend. Alors, et c'est vrai. À quel moment? Parce que là, on était dans les années 90. Vous vous installez difficilement, vous injectez de l'argent dedans. Oui. Ça a duré combien de temps avant que vous ne commenciez pas à bénéficier de la confiance d'abord des responsables étatiques et de la confiance des partenaires? Mais attendez, je vais même vous dire quelque chose. Quand j'ai commencé là, même avant de vendre la parcelle, j'ai commencé par écrire à l'USAID. Ok. L'USAID prenait mes correspondances et écrivait dessus, vous n'êtes pas visible. Ah. Et comment vous l'avez su? Mais il m'envoyait ça, non? Oh, ils avaient une branche gouvernance. Ok. Donc il y avait possibilité de bénéficier de... Il y avait possibilité de bénéficier des moyens avec eux. Mais ils disaient, vous n'êtes pas visible. Ah. C'est quoi cette affaire? C'est quoi ça? Je ne connaissais pas d'autres. Et puis, un matin, je me suis rapproché de quelqu'un là-bas. J'ai dit, mais... Il faut toujours aller à la source de l'information. Mais c'est très important, non? Si tu ne vas pas à la source. J'ai demandé au monsieur que je veux le rencontrer et que je veux parler avec lui de quelque chose. Il m'a accordé l'audience. Je suis allé le rencontrer. Je dis, mais regarde, ce que vous m'envoyez là, vous n'êtes pas visible, vous n'êtes pas visible. Ça signifie quoi? Il dit, mais monsieur, vous avez dit que vous êtes association de quoi? J'ai dit association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Il dit, bon voilà. Mais vous dites que c'est ça que vous faites. Mais il y a plein de problèmes de droits de l'homme, plein de problèmes d'ethnocentrisme, de racisme même qui se posent dans le pays, mais vous ne dites rien. Et vous voulez que nous on vous donne les moyens pour faire quoi? C'est ça. Vous n'êtes pas visible. Je dis, ah bon? C'est comme ça? Ah d'accord. Vous allez me sentir. J'ai dit, j'ai compris. Et
Demi on mi di. Na bioko yo. Voilà, Djidjaï. Voilà, Akpaziko. Clébété. Je m'installe. Proprement, enraciné, comme un baobab. Mais, messieurs les journalistes, je vous dis, c'est comme ça que la nuit, j'ai réfléchi et le Saint-Esprit m'a éveillé. Il m'a dit, mais fais comme ça et tu auras les moyens, tu pourras. Bah, j'ai commencé par parler de la vente de ma parcelle. Bien que je n'avais même pas moi-même 1 mètre carré où dormir, qui soit propre à moi. Ah, d'accord. Mon voisin immédiat sur la parcelle, je lui en parle. Il dit, il va réfléchir. 2-3 jours après, on se voit. Il dit, ah, je suis preneur. Il dit, Foufo, il y a des gens et il me dit, combien je veux vendre? J'ai dit, il n'a qu'à attendre. Je dois me renseigner pour savoir quelle est la valeur de cette parcelle à ce niveau. Des parcelles à ce niveau-là. Parce que c'est au bord de la voie. Voie principale. Cœur de la ville. À Ménonté, en face de Canal 3. En ce temps, Canal 3 n'était pas encore là. C'était la maison de Salifou. Où cette maison avait servi même entre-temps de siège de campagne pour le président Mathieu Kérékou. Okay. Pour ceux qui ne le savent pas, nous on est détenteurs des informations. On n'est pas des parvenus. Non. C'est pas aujourd'hui où tout le monde a créé ONG, tu vas là, tu vois, tout le monde assis. Non. Nous, on s'est formés. Et puis, entre-temps, je suis passé par le GRDS pour avoir une formation. Avant de continuer. Donc, le monsieur me dit, il va acheter. Après, je lui dis, c'est tel montant. On s'entend, on a discuté, on s'est entendu sur un montant. Et il est venu me payer une avance de 9 millions. Et quand il m'a donné l'avance de 9 millions, aïe. Vous avez trouvé l'énergie. Hey! Le gasoil est rentré dans la voiture, dans le camion. Il faut rouler. Et l'essence est rentrée dans la voiture. Maintenant, il faut rouler. Et le lieu le plus approprié en ce temps-là, pour des jeunes d'aujourd'hui qui ne savaient pas, il y a une petite salle à l'intérieur du hall des arts. C'est dans cette salle-là que je donnais mes conférences de presse. Vous payez la location de la salle. Je payais la location de la salle et même les journalistes ne me prenaient même pas beaucoup d'argent en son temps. Mais me supportaient parce qu'ils disent avec que... la vérité quand même dedans. Mais ils disent que ma manière même de communiquer là, que ça les intéresse pas. Et il y avait de la matière pour les journalistes. Mais il y avait de la matière pour les journalistes. You know, go Même ceux que je n'ai pas invités venaient. Et on payait tout le monde. Et l'information partait. Et ceux qui avaient dit que vous n'avez pas de visibilité? Oh! Et ça, c'est les Noroya. Est-ce qu'ils peuvent encore dire quelque chose? Et même ils ont vu après que le monsieur était sur son bon chemin. Le monsieur était sur son bon chemin. Et le premier financement est venu d'où? Le premier financement, justement, est venu de ceux qui disaient que je n'étais pas visible. Donc, cette portion de phrase a disparu de vos dossiers. Mais je te dis, monsieur le journaliste, cette portion de phrase a disparu. Et là, on vous appelle. On m'a appelé maintenant pour me dire de venir faire un travail, de venir faire l'évaluation des élections de 96. Qui devait ramener le caméléon. De venir faire l'évaluation des élections de 96. Ah! Mais... c'est de lourd. C'est trop lourd. Je ne pouvais pas. Parce que je n'avais pas cette assise-là. Je suis un néophyte. Je suis un nouveau. Je suis un débutant. Parce qu'il faut faire l'évaluation là. Il faut inviter les ONG sœurs bien sûr. des autres pays de l'Afrique.
ne serait-ce même que l'Afrique francophone. Mais est-ce que moi je les connais? On ne les connaît pas. Et on dit que c'est moi qui dois faire. Et vous faites comment? Ah, voilà. Je vous ai dit tantôt que je suis passé par le GRDS. Là, vous retournez à la base. Mais je suis retourné rapidement à la base parce que le GRDS, c'est une structure de poids. Ouais, solide. De poids. En ce temps-là, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Vous ouvrez à votre centre de formation. Mais je m'ouvre à mon centre de formation pour aller exposer le problème. Et avec eux, on s'est mis d'accord. Ok. Maintenant, les partenaires refusent que ce soit... J'ai des qui pilote. Et voilà. Ah, bon. Je vais faire comment? Ah, je suis rentré en négociation avec le partenaire. J'ai expliqué au partenaire. Parce que moi, je n'aime pas... Il faut être clair dès le départ. Je leur ai dit, j'ai dit, mais ce que vous me confiez là, C'est trop lourd. c'est plus lourd que moi. Je ne peux pas seul. Mais ce n'est que telle structure qui peut aller avec moi. Ils avaient des problèmes contre la structure là. Okay. Je ne veux pas évoquer le problème ici. Okay. Mais je les ai priés. Et comme j'ai vu que les gens voulaient que ce soit moi qui fasse, donc moi-même je me suis imposé. Vous prenez le devant. Je prends le devant. Et l'autre vous appuie techniquement. L'autre m'a appuyé techniquement. Et nous avons organisé une grande rencontre au Béné Sheraton. Le plus grand du moment. Le plus grand hôtel dans son temps. Et les gens ont mis les moyens. Et ça s'est bien passé. Oh là là, on a eu les résultats. On a eu les résultats. Et là, maintenant, vous avez de l'énergie. Ah, mon cher ami, et je dois passer encore par ici pour remercier les journalistes, la télévision nationale, la radio nationale, en son temps. Alors, vous faites cette première activité qui a ouvert les portes. Mais de grandes portes. Des portes à grands battants. Et c'est comme ça qu'Alcré a commencé son chemin. Que Alcré a trouvé la vraie voie. Et vous étiez tonitruant. Et moi-même, je suis né comme ça. Vous savez, c'est parce que j'ai eu à faire du théâtre dans ma jeunesse. Vous voyez, quand je parle, les gens pensent que je m'énerve. Les gens pensent que je suis mécontent. Non. Premièrement, c'est parce que j'ai fait du théâtre. Et au moment où nous on faisait du théâtre, j'avais ma troupe théâtrale que j'appelais la troupe théâtrale et culturelle des jeunes comédiens, où mon rôle était de manger le mangeur de feu. Et on m'appelait Zofou, le mangeur du feu, l'enfant terrible. Il n'y avait pas encore le système de sonorisation. Et donc il fallait avoir... Il faut parler haut et fort. Et fort pour que les gens vous comprennent. Regardez, là où nous sommes là, vous voyez le portail qui est là-bas. Là. Tu as les spectateurs qui sont jusque là-bas. Et toi, tu es sur scène ici. Et il faut atteindre le dernier. Il faut atteindre le dernier spectateur qui est assis là-bas pour qu'il puisse t'écouter. Autrement dit, vous avez travaillé votre voix. Donc ma voix comme ça a été travaillée et j'ai des cordes vocales solides. Alors vous rentrez... Et quand je parle comme ça, on vous entend. On m'entend. Et les gens pensent que je suis énervé. Non. En plus que maintenant, en plus du fait que j'ai les cordes vocales bien développées, je parle avec conviction. Je m'assure de ce que je dis. Et je suis sûr de ce que je dis. Et que l'interlocuteur comprenne. Et que l'interlocuteur comprenne. Et je le dis en français facile. Je ne suis pas un académicien. Non. Je ne suis pas là à tromper les gens avec de gros mots et à rendre confus ce que toi-même tu veux dire aux gens. Voilà. En tant qu'année d'existence de Alcré, quelles sont les grandes victoires? Nos victoires là,
Est-ce que je peux tout compter ici, de toutes les manières? Donnez-moi 2 exemples qui vous ont marqué. La Lépi, c'est Alcré. La Lépi, là, c'est Alcré. Les partenaires, c'est à Alcré que les partenaires ont confié la sensibilisation des populations sur la Lépi. De sorte que les Danois qui ont investi dans la Lépi, l'expert qui est venu pour conduire le travail était tout le temps à mon bureau, au siège d'Alcré. Le même siège là, Raymond Gervais il s'appelle. Il était tout le temps à mon bureau. D'accord? Et on faisait les activités correctement. Mais même les ministres qui ont pris après le relais de la Lépi, c'est moi qui leur ai fourni les rapports. Comment? Puisque vous étiez le partenaire direct. Mais direct. Alors après la Lépi? La Lépi, vous avez le bulletin unique. Ok. Ah oui, le bulletin unique. Donc vous étiez dans les élections avant même que la plateforme ne soit mise en place. Oh mais la plateforme, comment c'est la plateforme à quel âge? Il va vouloir dire que non, c'est pour cela que nous sommes personnes ressources là-bas. Nous sommes personnes ressources là-bas. Donc le bulletin unique. Le bulletin unique. C'est à nous que les partenaires ont confié encore la mise en œuvre du bulletin unique. Vous savez ce que je faisais en ce temps? J'avais ma petite Renault 4 fourgonnette. Et c'est avec ça que je faisais la campagne. Et vous savez comment j'atteignais le plus grand nombre? Non. J'allais à la plage presque tous les jours. Parce que la plage est souvent bondée de monde. Ouais. Et c'est là-bas où j'allais présenter les choses. Et paix à son âme, Vivi l'International, dans l'une de ses œuvres musicales, a fait un truc sur la Lépi et ils ont présenté mon image de la sensibilisation à la plage. Ah, le jour-là, j'étais content. Je ne savais pas. Je regardais la télé et vous tombez sur l'image. Et je tombe sur l'image. Je dis, ah, mais ça c'est bien ça. J'ai vu. Je suis content. Donc la Lépi. Alors, et le bulletin unique. Est-ce que tout ceci s'est passé sans anicroche? Ah non. Mais il fut un temps où, de 2006 à 2007, mais j'avais tiré le diable par la queue. Oui. Votre voix gênait à un moment donné. Eh oui, mais comment? Ah, on dit lui là, il parle trop. Il va mourir pauvre. C'est ce que certains disaient. Hein. Pendant que d'autres m'adulaient, il y avait l'autre côté qui n'était pas d'accord avec ce que je disais parce que je piétinais eux leurs intérêts. Or moi, je faisais mes choses seulement. Hein. Je ne savais même pas si j'ai un résultat, si le résultat est bon. Mais les populations savaient. Mais c'est eux de juger, non? Moi, je ne peux pas me juger. Bien sûr. Mais, monsieur le journaliste, je vous dis quelque chose de sérieux. Tout ce que moi, j'ai eu à commencer avec Alcré jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si je fais quelque chose de bien. De toute façon, quand vous êtes tué, les gens ont réclamé. C'est là où ça m'étonne maintenant. Parce qu'avant, les gens disaient, oh, lui là, oh, il n'est au courant de rien. Au lieu de venir dans les rangs, il est là en train de critiquer tout le temps. Dans les rangs, c'est dans le Mangeons Club. Merci. Il dit, oh, lui là, il va mourir pauvre. Il dit, est-ce qu'il a même une femme? La dame est bien cachée. Vous connaissez les Béninois? Est-ce qu'il a même une femme pour parler comme ça? Bon, si lui-même, il a fait gris-gris là, je vous dis ce que les gens rapportent. Si lui-même, il a fait gris-gris là, est-ce qu'il pense à ses enfants? Est-ce qu'il pense à ses enfants? Comment il peut parler comme ça? Ah. Mais c'était aussi que vous offriez votre poitrine. En tout cas, moi, je n'avais peur de rien. Martin Sogba, parce que, monsieur le journaliste, moi, je ne savais pas si je faisais du mal à quelqu'un. Parce que moi, je fais. Je suis inspiré. Hein? Comment vous receviez les informations? Ah. Est-ce qu'il y avait des gens qui écrivaient, on envoyait des plaintes, on envoyait des... Non, il y a des gens qui entendaient, qui m'aimaient bien, qui venaient vers moi. Même mon père, père à son âme, de son vivant, il me dit, hé, Tintin,
Eh, va comme la Rome, viens me voir à la maison là. Mon père habitait. Mon où? Je vais voir mon père. Il dit, mais tété. Mais qu'est-ce que tu regardes avec leurs affaires? Laisse-les. Je dis non, on ne peut pas les laisser comme ça. C'est l'argent de tout le monde. Non? On ne peut pas. Il dit non, surtout quand je suis rentré dans la lutte contre la corruption. On va se faire beaucoup d'ennemis. Quand je suis rentré dans la lutte contre la corruption, monsieur le journaliste, un jour, les douaniers ont fait grève. Les douaniers de ce moment-là ont fait grève. Ils ont menacé de faire grève. J'ai dit non, ils n'iront pas jusque-là. Mais ils ont vraiment fait grève. J'ai été informé qu'ils ont fait grève. J'ai été prendre une caméra avec le caméraman où je suis passé dans les services des douanes là, où j'ai vu que les portes étaient closes. Et j'ai donné une conférence. Et j'ai dit, le président Mathieu Kérékou doit me sanctionner ces douaniers-là. Pour qu'ils se prennent. Comment? Ils bouffent impunément l'argent de l'État et après ils vont encore en grève. Au nom de quoi? Ah là, vous avez mes pieds dans la fourmilière. Oh! Oh! Moi, je dis mes choses telles que je les pense. Mais vous savez que les douaniers ont fait réunion à cause de moi. Et des journalistes sont venus me rapporter. Oh, ce journaliste-là, je ne le vois même plus. Il était à la radio nationale. Je ne me rappelle même plus de son nom. Je ne le vois plus. Sûrement, il aurait voyagé. Mais les douaniers ont fait réunion sur moi. Ils ont dit, mais ce monsieur-là, au lieu d'aller s'occuper de ses frigos, je dis, tout le monde sait. Ouais. Je vous dis, avez été frigoriste. moi je suis frigoriste. Encore que ça a très bien marché. Je suis frigoriste même jusqu'à l'heure où je suis assis ici. Parce que, monsieur le journaliste, demain là, si je veux ouvrir encore mon entreprise de froid là, mais je vais l'ouvrir. Bien sûr. Je vais l'ouvrir. C'est mon avantage ça. Par rapport à d'autres, c'est mon avantage. Je peux encore ouvrir mon entreprise. Alors vous parlez des douaniers? Les douaniers ont dit, ah, ils m'ont menacé. Hein? Ah, et puis l'autre est venu me rapporter. J'ai dit au type, oh, tu es d'où? Je suis un timide. C'est vrai. Il ne peut rien. Mais est-ce que vous savez que le président Kérékou Il a sanctionné. a appris ça? Il a Et m'a pris la appelé. menace. Oui, il a appris la menace, il m'a appelé. Oh, c'est un bon père de famille. Il a ses défauts, hein, mais il a ses qualités. Oui. D'ailleurs. Comme tout homme d'ailleurs. Comme tout homme, merci. C'est ce que je voulais. C'est là où je voulais en venir. Comme tout homme. Moi-même, j'ai mes défauts. Alors il vous appelle? Il m'appelle. Vous savez comment il m'appelle? Américain. Le président Kérékou n'a jamais appelé mon nom. Il m'a toujours appelé américain. Vous savez pourquoi? Non. Parce que quand je suis rentré maintenant en joint venture avec l'USAID, c'est l'USAID qui a commencé par financer beaucoup de mes activités. Et quand je fais la publicité de mes activités, je dis toujours sous le financement De l'USAID. de l'USAID. Donc, c'est par rapport à ça que le président Mathieu Kérékou m'appelait américain. Okay. Et il fut un temps où les gens disaient que je suis professeur d'université. Je dis quelle université? Ils donc, ouais. D'autres disaient que je suis syndicaliste. Je dis non, je ne suis pas syndicaliste. Donc, le président Kérékou m'appelait américain. Je vais le voir un jour au palais. Il dit, mais américain, mais vous prenez de gros risques. Hein? Je dis, moi, quel risque j'ai encore? Il dit, ah, vous attaquez aux douaniers, mais ils vont vous faire du mal. C'est des gens très mauvais. Hein? Mais c'est ce que le président Kérékou m'a dit. Il dit, mais c'est des gens très mauvais. Hein? Ah, il faut faire attention. Et il m'ajoute, il dit, vous faites tout ça, et j'ai appris que vous roulez avec Zémidjan. Parce que je n'avais pas de voiture. Je n'avais pas de voiture. J'étais dans une tontine pour acheter ma voiture. Je n'avais pas encore de voiture. Autrement dit, même le financement qui sortait, vous ne vous mettiez pas
dans le sens d'en bénéficier. Jusqu'à aujourd'hui. À Alclair, venez vous renseigner. L'argent va là où il a été prédestiné. Et l'argent va là où il a été prédestiné par des gens qui sont chargés d'orienter l'argent. Mais moi, je n'ai jamais amené un fournisseur à Alclair. Non. Non. Vous mettez à l'abri de tout ce que peut venir. Je suis à l'écart. Moi, je suis un manager. Il faut laisser chacun faire son travail. Mais celle-là peut témoigner, non? Alors, lorsque vous regardez 30 ans après, 30 ans d'existence après, oui. Quand vous regardez dans le rétroviseur, Oui. êtes-vous satisfait? Ah, un peu. Un peu parce que... Vous pensez pouvoir aller plus loin? Ah, mais bien sûr. Et ce que je regrette aussi, surtout, c'est que 30 ans après, je suis toujours... Le siège d'Alclair est toujours en location. On aurait dû avoir un siège propre à nous pour pérenniser la chose. Parce qu'entre-temps, je vous disais, quand vous me posiez la question tout à l'heure de savoir s'il n'y avait que des hauts, non, il y a eu des bas. Parce qu'il y a eu une période où, mais c'était la sécheresse financière. Vous comprenez? Parce que même quand vous finissez un projet, il faut écrire un second et chercher le financement parce que les partenaires ne vous financent que si votre objet se retrouve dans leur ligne. J'ai fait l'expérience. Je suis un homme bardé d'expérience. Et non, je n'ai pas de diplôme. Mais vous avez d'expérience. Mais j'ai d'expérience. Et c'est l'expérience qui me fait vivre. Et puis, la période était dure pour moi. Mais en ce temps, j'avais quelques-uns de mes cadres qui se sont détachés de moi. Oui, je leur ai trouvé raison, je ne leur ai pas trouvé tort. Parce que c'est des gens qui avaient déjà des engagements familiaux. Ils ont femme, ils ont enfants, ils ont besoin de faire vivre leur foyer. Mais s'il n'y a plus rien, ce n'est pas pour mes beaux yeux qui vont venir tourner le pouce au bureau. Ils sont partis. Mais au moment où j'ai fini, et c'est ma secrétaire et moi seul qui sommes restés. Parce que je faisais tout pour payer la secrétaire. Elle ne gagnait même pas grand-chose en son temps. Et je faisais tout, bon an, mal an, pour payer le loyer. Et j'ai dit au propriétaire, je profite de votre chaîne encore pour remercier le propriétaire. Le propriétaire qui m'a diminué le loyer en son temps. Pour vous permettre de joindre les deux bouts. Pour me permettre de joindre les deux bouts et de trouver le peu à lui payer. Parce qu'il m'a dit, au fond, Monsieur Asogba, je vous suis, je vois que vous faites de bonnes choses. C'est pour cela que moi, je vais vous diminuer un peu le loyer. Il m'a diminué le loyer. Vous étiez fidèle quand il y avait les moyens. Ah, mais écoutez, ça fait 20 ans que je suis dans ce siège-là. Depuis 2004. Wow. Monsieur Asogba, quel est le sens de votre engagement? Et je n'aime pas l'injustice. Mon engagement là, le sens de mon engagement là, c'est ça. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas le mensonge. Non. Je n'aime pas. Regardez, mes camarades de classe, si vous en connaissez ou si vous en rencontrez, ils vont vous dire, oh, Martin, il a toujours été comme ça. Même à l'école, c'est lui qui nous défendait contre nos surveillants qui voulaient abuser de notre faiblesse, tout ça. Je m'insurge contre. Je dis, niet, on peut aller chez le fondé. On peut aller chez le directeur. Vous comprenez? Donc, c'est un comportement, c'est mon ADN. C'est inné. Je suis né avec. Alors, on ne peut pas parler de Martin Viutu Asogba sans évoquer cet épisode sous Yayi où vous avez reçu des balles. Ce n'est pas possible qu'on parle de vous sans l'évoquer. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'était passé, vous voyez que ça me fait rire. Ça me fait rire parce que Dieu m'a déjà vengé. Et j'ai souvent dit à mes enfants,
Je dis, si vous avez un problème avec quelqu'un là, hein, priez pour que la personne trouve le contraire de ce qu'il pense de vous. Et que vous ne continuez pas à évoluer. Et une fois que vous ne continuez pas à évoluer, ne cherchez jamais à vous venger. Parce que quand vous aurez continué pas à évoluer comme ça signifie que Dieu vous a déjà vengé. Et vous-même là, vous n'avez plus le droit de vous venger. Parce que si vous vous vengez, ça signifie que vous ne croyez pas au travail, à la bénédiction divine que Dieu vous a donnée. Et Dieu peut se fâcher. Laissez la part de Dieu. Laissez la part de Dieu se faire. Ne vous vengez pas. La vengeance se fera spirituellement. Et une fois que la vengeance est spirituelle, vous n'avez plus le droit de dire quoi que ce soit. Laissez seulement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je piétinais des intérêts des gens. Des gens n'étaient pas contents de ce que je disais. Vous comprenez? Ils ont voulu vous effacer. Ah, ils ont tout fait. Ils m'ont piégé par tous les moyens. Mais Dieu m'a toujours extirpé du piège dans lequel il voulait me mettre. Okay. Mais les gens avaient même tenté, hein, si Dieu ne m'avait pas aidé, les gens avaient même tenté de faire en sorte que on me traitera de trafiquant. Mais Dieu merci. Parce que l'acte qu'ils ont posé, si j'étais tombé dans le piège, ils vont ajouter d'autres choses pour pouvoir me mettre la main dessus et me foutre en prison. Mais c'est eux-mêmes qui se sont fait emprisonner après. Moi, je m'en fous d'eux parce que ce que je fais, je le fais sans chercher à gagner quoi que ce soit là-dedans. Tu comprends, non? Je le fais sans chercher à gagner quoi que ce soit là-dedans. Je le fais de manière simpliste et de manière sociale. C'est tout. Voilà, cette entrevue tire à sa fin. Si vous avez un conseil à donner à la jeune génération, que direz-vous? Oh, wow. La jeune génération, là, il y en a aujourd'hui que je trouve bien. Hein. Mais sur 10 jeunes aujourd'hui, tu trouves 3. Les 7 qui restent là, non, c'est de n'importe quoi. C'est la recherche du gain facile. C'est la recherche de détourner des fonds publics. C'est la recherche de dire des choses dont ils ne maîtrisent pas l'essence. Parce qu'on parle de démocratie, tout le monde veut parler. Mais il y a un adage qui dit, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de larmes dans les yeux qu'il faut être abonné dans toutes les maisons où il y a des morts. Ok. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de larmes dans les yeux qu'il faut que vous soyez l'abonné des maisons funéraires. Des gens qui ne sont au courant de rien dans une histoire, ils veulent en parler. Et tout le monde parle de démocratie. Et on veut parler de démocratie sans jamais parler du devoir. Mais on veut parler des droits. On ne parle pas de devoir. Sans parler du devoir. Oh, le devoir d'abord. Mais c'est le devoir qui vous donne votre droit. Si vous comprenez ce que je dis, c'est le devoir bien fait, fait excellemment, qui vous donne le droit pour accéder à votre droit. Et ça, la jeunesse doit l'intégrer. Mais la jeunesse doit savoir ça. Autre conseil? Et le problème, je l'ai dit, spirituellement, lorsque vous gagnez mal une fortune, mais vous la perdrez aussi comme vous l'aviez gagnée. Un bien mal acquis ne profite jamais. Parce que l'adage dit, le bien mal acquis ne profite jamais. On doit l'intégrer. Mais il faut qu'ils l'intègrent. Et il faudrait que les parents éduquent leurs enfants. Au fond, les enfants n'en sont pour rien. C'est des naïfs. Ils voient faire. Ils pensent que c'est ce que les autres font qui est la norme. C'est faux. C'est faux.
il faut tout faire pour encadrer les enfants. Moi, je continue toujours pas à encadrer mes enfants. Bien qu'ils soient déjà grands. Mais bien qu'ils soient déjà mariés, je leur parle. J'échange avec eux. Filles comme garçons. Vous partagez l'expérience avec eux. Je partage l'expérience avec eux. Voilà. Cette entrevue tire à sa fin. Monsieur Assogba, votre mot de fin. Monsieur Assogba Viutu. Monsieur Martin Viutu Assogba, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de vous remercier. Et remercier le fait que vous soyez venu m'écouter. On a dit beaucoup de choses. Il en reste, hein? Il en reste. Parce que 30 ans, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Il en reste. Et je vous ai dit les choses, pas dans l'ordre, mais dans le désordre. Mais des choses qui se sont passées avec moi quand même. Et ce que je vais dire, c'est de vous remercier. Remercier tous les téléspectateurs qui prendront de leur temps pour m'écouter, pour écouter ma part de vérité, parce que ça, c'est ma part de vérité. C'est ma part d'existence. C'est ma part d'expérience, qui n'est pas forcément la même part que les autres. D'accord? Mais moi, je leur ai parlé d'une partie de ce que j'ai vécu dans ma vie. Pour être là où je suis aujourd'hui. Nous n'avons même pas eu le temps de parler de la fondation MAV, la fondation Martin Assogba Viutu. Toujours le prolongement du social. Du social. Donc, je demande aux jeunes de se ressaisir. La vie n'est pas que facilité. Aujourd'hui, tout le monde veut la facilité. Et tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Sans travailler. Non. Moi, j'ai eu ce que j'ai eu à la sueur de mon front. C'est important. Les jeunes n'ont qu'à se prendre en charge. Et le Bénin se développe. Et il faut que les jeunes cessent de dire, moi je veux devenir fonctionnaire de l'État. Non, l'État est déjà étouffé. Voilà. Allez apprendre des métiers de corps d'État, des métiers qui puissent vous permettre d'évoluer dans la vie. Ce n'est pas seulement rester dans les bureaux qui vous permet d'être vous-même. Moi, j'ai horreur de rester dans les bureaux. Vous êtes un homme de terrain. Je suis un homme de terrain. Et je me suis fomenté depuis mon bas âge. Mes bas âges. Et ça me profite. Et c'est comme ça que je fais pour mes enfants aussi. Je leur dis, c'est le travail. Et je conseille mes enfants, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, je leur donne des conseils. Je leur dis, tant que je suis en vie, c'est mon devoir de vous parler. Ouais. Si je vous parle, vous en tant que mes enfants, si vous le suivez, vous aurez son bénéfice. Mais si vous ne suivez pas, vous aurez aussi les conséquences. Et chaque parent doit pouvoir faire ça à l'endroit de ses enfants. Donc, je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs et je remercie tous les journalistes qui ont aidé Alcré à se révéler par ma personne. Parce que sans les journalistes, moi, je ne pourrais jamais évoluer tel que cela a été. Je suis sincère avec vous. Et je remercie mon Créateur. Et je dis à mon Créateur, si il veut que je vive longtemps et que je puisse partager mes expériences avec des jeunes, il n'a qu'à me donner la santé. Et il n'a qu'à me donner de quoi vivre pour que je ne sois pas dépendant. Je veux être indépendant, libre de mes impressions.
Merci beaucoup, Monsieur Martin Viutu Asogba, président de la Fondation MAV et directeur exécutif de l'ONG Al-Khayr. Mesdames et messieurs, nous pensons que vous avez retenu beaucoup de leçons dans cet entretien. Homme pétri d'expérience et de talent, il continue la lutte dans la fondation qu'il a mise en place et qui aide beaucoup les écoles dans l'autonomisation des enfants à l'école, notamment des filles, dans la mise en place d'infrastructures pour toujours aider la société. On en a vu quelques-uns. Il continue dans la mise en place d'infrastructures, toujours dans les écoles, pour permettre aux enfants d'être à l'aise, de se mettre à l'aise lorsqu'ils ont des besoins. Mesdames et messieurs, si on veut parler de Martin Viutu Asogba, on ne va pas s'arrêter de sitôt. 2 émissions en 1 pour parler de l'homme. J'espère et nous espérons que vous avez tiré beaucoup de leçons. La vie, c'est un combat et l'homme continue de se battre pour le bien-être de la société béninoise. Merci à chacun et à tous d'avoir suivi cette émission Icône. Restez scotchés Speedline TV pour beaucoup d'autres aventures dans ce sens. Merci et à la prochaine.